Donc aujourd'hui, on va parler du ventre, notre deuxième cerveau. En réalité, il faudrait peut-être dire même le premier, parce que historiquement, dans l'évolution, on parle du cerveau entérique. Entérique, ça veut dire le cerveau du tube digestif. Et les vers de terre, ils n'ont qu'un cerveau entérique. Après, les hommes, ils ont plusieurs cerveaux. Mais le premier cerveau, c'est quand même le cerveau du ventre. Alors, je vais parler également de microbiote. Qu'est-ce que c'est que le microbiote? C'est l'ensemble de la flore intestinale. Vous voyez, je suis entouré de 2 panneaux fleuris. Et c'est un peu le résumé de ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, on va parler du microbiote, du ventre, du deuxième cerveau et des oméga 3. Et tout ça, en fait, c'est une clé, une nouvelle clé qui est dans l'histoire de la médecine et de la santé relativement récente, puisque ça date de quelques dizaines d'années au maximum. À l'échelle de l'histoire de la santé et de la médecine, c'est pas grand-chose. Donc, je vais me présenter. Je suis Thomas Picom, docteur en biochimie et en micronutrition. Je suis le premier docteur en biochimie à l'Université de Liège, en Belgique, même le premier docteur en biochimie belge. J'ai eu la chance de travailler avec des prix Nobel, notamment Christian de Duve, qui, comme je vais le faire aujourd'hui, s'amusait à vous faire voyager au centre de la cellule. J'ai créé une société qui s'appelle Nutrien. Nutrien, ça veut dire la nutrition intérieure. Et cette société a 10 ans aujourd'hui. L'objectif, est-ce que vous voyez un petit peu? Non, on ne voit pas très bien. On ne voit rien du tout. Donc je vais faire a cappella alors. Voilà. A cappella, donc je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, que vous connaissez tous, qui s'appelle Jeanne Calment. Jeanne Calment, la super centenaire française, qui est née ici, pas très loin, puisqu'elle est née à Paradou, en fait exactement où ma société est installée. Elle a vécu 122 ans à Arles, et aujourd'hui, c'est toujours la personne qui a vécu le plus longtemps au monde. Oui, 122 ans, c'est incroyable. Et elle fait partie, en fait, vous savez que parmi les super centenaires, c'est-à-dire les gens qui vivent plus de 110 ans, il y en a de moins en moins. Les super centenaires, il y en a 4 sur les 5 plus anciens super centenaires au monde qui sont nés dans le pourtour méditerranéen. On pourrait se poser une question, parce que le pourtour méditerranéen, ça part du nord de l'Italie, ici au sud de l'Espagne. Donc ça fait à peu près, grosso modo, 500 km. Eh bien, sur ces 500 km, sur les 40 000 km qui font le tour de la Terre, il y a 4 personnes qui ont vécu plus de 120 ans, près de 120 ans, sur les 5 qui ont vécu 120 ans. Donc la 5e, c'est une japonaise. Pourquoi est-ce qu'il y en a 4 ici et une seule au Japon? Et finalement, plus personne au monde. On parle des zones bleues, effectivement, où il y a plus de centenaires, mais des zones de super centenaires, qu'est-ce que ça pourrait être? Des zones roses, hein, puisque c'est le drap prêté par Marie-Thérèse pour la projection. Donc c'est les super centenaires sont nés en Provence, dans le pourtour méditerranéen, dans l'arc méditerranéen. Et on va essayer de décrypter un peu les raisons pour lesquelles ces personnes ont vécu longtemps en bonne santé et avec le bonheur de vivre. 3 choses. Longtemps, plaisir de vivre et en bonne santé quand même. Parce qu'on n'est pas fait là pour être, mis dans un lit à attendre finalement dans les pattes que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants viennent nous dire bonjour. Hein, c'est pas ça la vie. La vie, c'est justement être au contact avec nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, garder le cercle de la famille et être heureux de vivre. Et voilà, c'est très important. Un petit résumé. Mes travaux, je les ai commencés il y a à peu près un peu plus de 30 ans, on va dire presque 40 ans maintenant. Et je me suis aperçu que finalement l'alimentation humaine a changé ces dernières décennies, ça tout le monde le sait. Mais en quoi a-t-elle changé? Pendant des siècles, pendant des millénaires, nous avons mangé les aliments que nous trouvions en tant que cueilleurs ou en tant que chasseurs. D'accord? Donc on vivait
jusqu'au début du XXe siècle, donc en 1900 et autres, avant la révolution industrielle, on avait finalement un régime alimentaire qui est resté constant pendant des millénaires, voire des centaines de milliers d'années. Et ce qui a changé à partir du début du XXe siècle, lorsque l'agriculture et l'élevage ont commencé à devenir industriels, eh bien, on a mangé de plus en plus d'oméga 6 et de moins en moins d'oméga 3. Donc j'ai déjà dit un gros mot, deux gros mots, oméga 6, oméga 3. Je pense que beaucoup dans la salle savent ce que c'est que les oméga 6, oméga 3, mais je vais le rappeler un petit peu. Et c'est à ce moment qu'a commencé finalement la survenue de maladies métaboliques. C'est-à-dire que par rapport à nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui étaient du début du XXe siècle, donc Jeanne Calment est née en 1880, si je me souviens bien, 1877 ou 1875, donc elle aurait 150 ans maintenant. À cette époque-là, les gens mangeaient autant d'oméga 3 que d'oméga 6. Et en quelques décennies, ce rapport oméga 3, oméga 6 a changé. On est passé d'un rapport équilibré, un oméga 3 pour un oméga 6, à un rapport un oméga 3 pour 20 oméga 6. Donc on a augmenté la teneur en oméga 6 et surtout on a fortement diminué notre rapport en oméga 3. Et là, du coup, il y a eu la survenue des maladies modernes. Je peux le prouver, c'est-à-dire que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, 80% des décès étaient liés soit à des causes traumatiques, les guerres, les blessures, soit des causes infectieuses. On mourait d'épidémies. Et 20% uniquement des personnes qui décédaient étaient liées à d'autres maladies. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, on a, grâce à la découverte d'une part des antibiotiques, les mortalités infectieuses a chuté de 50% à moins de 5%, c'est-à-dire que 5% des décès étaient plus liés à des maladies infectieuses, 5% liés à des traumatismes, donc parce qu'il n'y avait pas de guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en a pas de guerre en Europe. Par contre, il y a eu une augmentation considérable des maladies inflammatoires, c'est-à-dire des maladies qu'on considérait comme autre cause avant la Première Guerre mondiale. Les 20% sont passés à 90%. Aujourd'hui, on meurt de maladies inflammatoires. Et les maladies inflammatoires, qu'est-ce que c'est? C'est l'obésité, c'est le diabète, ce sont les cancers, c'est les problèmes d'infarctus, problèmes d'AVC, les problèmes de maladies neurodégénératives. Et tout ça constitue finalement l'ensemble des causes de décès aujourd'hui. On meurt de maladies inflammatoires. La médecine, qui met toujours du temps pour évoluer, est peut-être extrêmement focalisée sur ces maladies, sur le traumatisme, les progrès de la chirurgie, de la radio, de l'hygiène. Les maladies infectieuses, grâce aux antibiotiques, on les a résolues. Il faut savoir qu'au niveau de la Première Guerre mondiale, beaucoup de gens mouraient de la syphilis. Et on mourait de la syphilis, et c'était un peu le sida de l'époque. C'était le sida de l'époque, c'était une catastrophe. On traitait avec de l'argent colloïdal, enfin, on ne savait pas très bien comment traiter la syphilis. Et la découverte des premiers antibiotiques ont été faites par Fleming en 1920. Et à l'époque, c'était tellement difficile de produire ces antibiotiques, cette fameuse pénicilline, qu'on récupérait la pénicilline dans l'urine des patients, on la repurifiait, on la réinjectait. Voyez-vous? Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a réussi à produire en quantité cet antibiotique et on a résolu les problèmes de tout ce qui était infection bactérienne, comme la syphilis, mais d'autres choses. Par contre, on a eu une explosion des maladies inflammatoires pour laquelle la médecine n'est pas préparée. Parce que le diabète, aujourd'hui, effectivement, on commence à bien le soigner, mais
ce sont des maladies qui ne se soignent pas par des médicaments, mais qui se soignent par notre mode de vie, par justement l'approche alors des naturopathes est essentielle, importante par rapport au pendant de la médecine, c'est que en fait c'est le mode de vie, apprendre aux personnes à bien manger, à bien dormir, à méditer, à vivre la vie, et ça c'est important. Aujourd'hui, quelles sont les maladies inflammatoires? Bon, peut-être que vous retrouverez parmi cette liste à l'après-vert. Donc, la première maladie inflammatoire, c'est le diabète, qui est une conséquence d'un apport trop important de sucre rapide dans l'alimentation. Les maladies cardiovasculaires, AVC, crise cardiaque, les cancers, les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, les problèmes d'arthrose, d'articulation, de polyarthrite, les maladies auto-immunes comme la maladie de Lyme ou les maladies de Crohn ou autres, et les maladies qui sont liées à la dégénérescence neuronale. Il y a eu un article il y a une dizaine d'années qui est paru dans Nature, qui est certainement un des journaux de référence les plus sérieux au niveau mondial, où les chercheurs se demandaient est-ce qu'on battra un jour le record de Jeanne Calment. Et à l'époque, les chercheurs, il y a 10 ans, ils disaient non, en tout cas, pas tout de suite. Peut-être qu'on va le battre grâce au phylobio et aux phylobiotiques. Voilà. Enfin, non, excusez-moi, j'ai dévoilé déjà une petite partie. Donc, ce qui serait bien dans notre approche, c'est de trouver quelque chose qui permette de retrouver très rapidement cet équilibre oméga 3, oméga 6. Vous avez compris, puisque depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a finalement 10 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3 dans notre sang par rapport à nos parents, et 20 fois plus par rapport à nos grands-parents, et 30 fois plus par rapport à Jeanne Calment. Donc l'objectif, ce serait de retrouver finalement ce rapport, cet équilibre oméga 3, oméga 6. C'est ce que j'ai fait sur les animaux dans un premier temps, parce que en fait, tout est parti du mode d'élevage. C'est-à-dire que les animaux qui couraient dans la nature, comme le taureau de Camargue, on n'est pas très loin de la Camargue, et qui se nourrissaient de l'herbe et des pâturages qu'ils trouvaient, avaient un rapport oméga 3, oméga 6 de 1 pour 1. Par contre, en élevage, le bœuf qui est mis dans une étable, il est nourri avec des céréales qui sont riches en oméga 6 et qui le font grossir rapidement. Donc on a essayé de faire l'obésité animale. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une demande très importante après la Deuxième Guerre mondiale pour apporter de la viande à tout le monde, parce que c'était une forme de reconnaissance sociale. Moi, j'ai les moyens d'offrir à mes enfants un steak tous les jours. Donc on a demandé aux éleveurs de produire de la viande en quantité et pas nécessairement en bonne qualité, mais à un prix beaucoup plus abordable pour l'ensemble de la population. Donc ils ont respecté ce contrat, et le taureau qui faisait 500 kg, qui avait un rapport en oméga 3 pour un oméga 6, avec 4% de graisse, est devenu un bœuf qui faisait 1 tonne à 24% de graisse ou 25% de graisse, avec un rapport oméga 3 sur oméga 6 de 1 oméga 3 pour 10 oméga 6. Et ça, ce sont des résultats. J'ai étudié tout ça, j'ai étudié en Camargue sur les 100 manadiers de Camargue, j'ai étudié tous les taureaux produits dans chaque manadier, et j'ai montré qu'en Camargue, le taureau avait un rapport 1 pour 1, 1 oméga 3 pour 1 oméga 6, et 4% de graisse. Ça veut dire que le taureau qui arrive malheureusement à l'abattoir, il a 500 kg, dans les 500 kg, il a 20 kg de graisse, tandis que le bœuf qui arrive à l'abattoir, là, il fait 1 tonne, et il a 250 kg de graisse. Qu'est-ce qui est plus intéressant à produire pour un éleveur? C'est naturellement le bœuf. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? J'ai essayé de trouver une solution pour retrouver cet équilibre naturel, oméga 3, oméga 6,
chez l'animal d'élevage en leur apportant tout ce qu'ils pouvaient trouver à l'état sauvage lorsqu'ils sont dans l'élevage. Et c'était, en fait, mon modèle, c'était un œuf, c'était l'œuf Columbus, parce que l'œuf, c'est très facile, finalement, c'est non invasif. Il suffit que j'étudie l'impact de la nourriture donnée à la poule sur la qualité de l'œuf qu'elle va pondre. Et en 2-3 semaines, cet impact est ressenti. C'est-à-dire qu'en même en 3 semaines, donc en 21 jours, je peux retrouver dans l'œuf la teneur des oméga-3 qui sont apportés dans son alimentation. Et aujourd'hui, tous les œufs qui sont vendus dans le commerce ont un rapport oméga-3 sur oméga-6 de 1 oméga-3 pour 30 oméga-6. C'est pas qu'on a plus d'oméga-6, c'est surtout qu'on a beaucoup moins d'oméga-3. Donc il fallait apporter en quantité les oméga-3 dans l'alimentation. J'ai développé ça, j'ai développé un brevet qui permettent d'apporter ces oméga-3 avec des céréales. Il n'y a pas de secret, c'est du lin, c'est de la graine de lin, et on a donné des graines de lin. Mais il y avait quand même une certaine subtilité, c'est-à-dire que si je donnais trop de graines de lin sans faire attention, trop d'oméga-3 à l'environnement, à ces oméga-3, et qu'ils s'oxydaient, c'est-à-dire que les oméga-3 sont très fragiles, lorsqu'ils sont assimilés par la poule, ils sont oxydés, et là, alors ça devient extrêmement toxique pour la poule. C'est la même chose pour nous. Vous pouvez manger des graines de lin, mais il faut faire attention à comment elles sont préparées, dans quel environnement elles sont là. Donc j'ai trouvé un système pour assurer que les oméga-3 apportés par les céréales ou les légumineuses ou autres soient bien stabilisés et ne soient pas oxydés au moment où on l'assimile. Parce que lorsqu'on donnait beaucoup de lin aux poules, par exemple, après 2 semaines, elles commençaient à être hyper excitées, elles étaient agressives, elles se piquaient l'une l'autre, elles perdaient leurs plumes, et puis elles finissaient par mourir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je les aime bien, mes poules, je leur donne tout ce qu'il faut, mais en réalité, c'est pas ça. Je leur donnais trop d'oméga-3 sans prendre une précaution que ces oméga-3 ne s'oxydent. Donc, il faut faire très attention à la nature des oméga-3, qu'ils soient bien préparés, qu'ils ne soient pas oxydés, et surtout qu'ils soient bien assimilés. C'est tout un aspect. Donc j'ai adapté ça pour les œufs, c'est un œuf que j'ai vendu dans le monde entier. Et après, je me suis dit, c'est bien, on va le transférer des œufs, on va faire du lait, du fromage, de la viande, de la charcuterie. Et là, il y a une filière en France qui s'est développée, qui s'appelle la filière bleu blanc cœur, que certains d'entre vous connaissent. Et c'est sur base de mes recherches que cette filière, aujourd'hui, a permis à 7000 exploitations agricoles, c'est quand même assez une belle quantité, de produire du lait, des œufs, du fromage, de la viande, de la charcuterie, bleu blanc cœur, que vous pouvez trouver maintenant, qui est diffusé un peu partout en France, et notamment par exemple les magasins U, Système U ou Super U. Tous les œufs qui sont vendus chez Super U doivent être systématiquement bleu blanc cœur. Donc c'est quand même un succès. Moi, je me suis dit, c'est bien de l'avoir fait pour les animaux, mais nous, alors, ceux qui n'ont pas accès aux produits animaux ou qui n'ont pas accès aux produits bleu blanc cœur, comment est-ce qu'on fait? Mais j'ai essayé de faire, finalement, le secret de la nourriture pour faire l'œuf Columbus, je l'ai fait, et j'ai développé ce qu'on appelle, ce que vous voyez là, ce produit, le Philobio. Voilà. Mais je vais revenir sur qu'est-ce que c'est qu'un oméga 3, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. En fait, on pourrait présenter l'oméga 3 comme une super vitamine. D'ailleurs, on l'appelle la vitamine F. Vous avez déjà entendu parler de la vitamine F? Voilà, vitamine F, on connaît la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, et puis après, vitamine E, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est vrai, c'est de la vitamine F, et c'est un très vieux nom, mais on ne l'a jamais utilisé. La vitamine F, donc vitamine, ça veut dire qui est essentielle à la vie. Et on retrouve le nom Philobio. Philobio, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, philo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'ami. Et bio, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la vie. L'ami de la vie. Voilà. Donc, la vitamine F et l'oméga 3, c'est ça. Vitamine, Philobio, ça s'appelle la même chose. Et les oméga 3, ils ont 3 fonctions dans notre corps. D'une part, ils apportent l'énergie.
c'est c'est un combustible, c'est un carburant très très important pour les gens qui font du sport de haut niveau en conditions aérobies, les cyclistes, les triathloniens, les marathoniens, parce que comme chez le poisson, c'est la réserve d'énergie sur le long cours. Les poissons qui traversent l'Atlantique, comme le thon, le saumon, qui font des milliers de kilomètres, ils consomment les oméga 3 comme source d'énergie. Deuxième fonction des oméga 3, c'est un effet structural, c'est-à-dire que ce sont les briques qui constituent les membranes de nos cellules, les enveloppes de nos cellules. Et troisième fonction, et qui est moins connue, c'est que les oméga 3 et les oméga 6 à longue chaîne sont les précurseurs des molécules qui permettent de communiquer entre les cellules, et notamment l'inflammation ou la non-inflammation. Les oméga 6 vont produire des molécules inflammatoires, à dire attention au corps. Attention, l'inflammation c'est très utile, hein, mais il ne faut pas qu'il y en ait de trop. Attention, il y a un ennemi qui arrive, il y a un virus, il faut développer tout le système de défense aux armes citoyens. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est l'acide arachidonique, c'est la molécule inflammatoire l'acide arachidonique, la cascade arachidonique, qui va produire les molécules inflammatoires qui vont permettre au corps de se défendre contre l'agresseur. En cas de traumatisme, une blessure, on fait un œdème. Quand vous vous blessez ou faites une entorse, malheureusement, vous avez un genou qui gonfle énormément, c'est la formation des œdèmes, et ça, c'est lié grâce aux oméga 6. Mais aujourd'hui, comme on a tellement d'oméga 6, on crie aux armes citoyens très rapidement. On développe une réaction inflammatoire à tout propos. Vous comprenez? C'est-à-dire que la moindre agression, la moindre allergie, on fait des rhumes des foins, par exemple, on fait la moindre agression virale ou autre. Chez un enfant, c'est pas trop grave. Chez un adulte, ça devient très important parce qu'on a tellement d'oméga 6 qu'on développe finalement une arme nucléaire pour les tuer à petits moucherons, quoi. Vous comprenez? C'est ça. Mais ça, c'est lié au fait qu'on a beaucoup trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Donc pour retrouver cet équilibre et justement garder quand même un peu de modération, il faut avoir autant d'oméga 3 que d'oméga 6 dans notre corps. Comment on le voit? Ah, comment on va le voir? La bonne question. Je vais y venir. Alors, bon, est-ce que vous voyez un petit peu mieux, peut-être, globalement? Vous voyez ici, c'est... Non, je suis désolé, hein, donc, en gros, je vais essayer d'utiliser des termes, mais on va considérer que les membranes, donc les cellules sont entourées d'une enveloppe qu'on appelle la membrane, et cette enveloppe est constituée finalement des acides gras, donc oméga 6, oméga 3, oméga 9 ou graisses saturées. Et on doit avoir des rapports très précis et qui sont directement apportés par notre alimentation. Et en général, il faut considérer que dans notre alimentation, on doit avoir 15% d'oméga 3, 15% d'oméga 6, 40% d'oméga 9. Alors les oméga 9, qu'est-ce que c'est? C'est l'huile d'olive, par exemple. Voilà. Ça va? Ça va? Okay. Bon, là, on va encore moins, je suis désolé. Hein, ouais. Déjà, on va enlever ça. Mieux. Alors, vous voyez ici, j'ai quatre huiles, l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile de tournesol et l'huile de lin. Extérieurement, ces quatre huiles, si on regarde une huile, on ne sait pas dire s'il y a des graisses saturées, monoinsaturées, polyinsaturées. Dans l'huile de coco, il y a beaucoup de graisses saturées. Dans l'huile d'olive, il y a beaucoup de graisses oméga 9, qui est les graisses monoinsaturées. Dans le tournesol, il y a beaucoup d'oméga 6. En fait, le tournesol, l'huile de maïs, ce sont des huiles de friture. C'est des huiles qu'on peut chauffer parce qu'ils sont très riches en oméga 6 et très pauvres en oméga 3. Et les huiles qui sont très riches en oméga 3, par exemple, c'est l'huile de lin, mais il y a aussi l'huile de colza, un peu moins riche, mais l'huile de lin est certainement la plus riche. Ou l'huile de noix, par exemple, hein, mais on ne peut pas la chauffer, c'est très dangereux. Lorsque vous prenez des huiles très riches en oméga 3, elles sont très fragiles. Il faut toujours acheter des huiles, par exemple l'huile de noix ou l'huile de lin, si vous en prenez un peu. Vous prenez des tout petits récipients de 200 ml, 250 ml maximum, dans des bouteilles
qui sont foncées, et vous mettez, dès que vous l'avez ouverte, vous la mettez au frigo. D'accord? Surtout, vous ne consommez plus une huile riche en oméga 3 qui a plus de 2 mois, parce qu'elle est très riche en oméga 3 oxydé, et l'oméga 3 oxydé est extrêmement inflammatoire. Donc il faut faire attention. D'accord? C'est très important. L'huile de coco? Alors l'huile de coco est très intéressante parce qu'elle est très riche en graisses saturées, mais on ne peut pas dire qu'il y a des bonnes et mauvaises huiles. Il y a surtout en fait trop d'huile d'un certain type. Par exemple, si on mange que des graisses saturées, ben, on va grossir. Hein. Si on mange beaucoup de gras de porc, voilà, on va grossir. Mais les huiles graisses saturées ont intérêt, par exemple, il y a beaucoup d'acide caprylique dans l'huile de coco, qui a un effet très intéressant, par exemple, parce qu'il va lutter contre les candidats, les candidoses. Alors, l'huile riche en oméga 9, c'est les acides gras monoinsaturés, c'est l'huile d'olive. Et les huiles riches en oméga 6, donc c'est les huiles de friture, maïs, tournesol, arachide, pépins de raisin. L'huile d'olive, on peut la cuire? Vous pouvez la cuire, bien sûr, parce qu'il y a très peu d'oméga 3. En fait, dans l'huile d'olive, vous avez 70% d'oméga 9, 20% d'oméga 6 et 1% d'oméga 3. Voyez-vous? Par contre, dans l'huile de lin, vous avez 60% d'oméga 3, 12% d'oméga 6. Voilà, ça coûte plus cher, mais enfin, ben, c'est pas très cher, non, c'est pas... Ben, c'est moins cher que l'huile d'olive, hein, l'huile d'olive ici. Ouais. Alors, disons que les grandes huiles qui ont été valorisées, c'est les huiles riches en oméga 6, parce que jusque dans les années 60, c'était la panacée. On a dit qu'il faut manger des acides gras polyinsaturés, et c'était que les oméga 6, on n'a pas mangé d'oméga 3. Et c'est ce qui permet de faire grossir les animaux plus vite. On a fait de l'obésité animale en donnant beaucoup de tournesol et de maïs. Et la coco, on peut la cuire ou pas? La coco, vous pouvez la cuire, bien sûr, c'est très bon en Thaïlande ou dans les pays sud-asiatiques, ils utilisent essentiellement l'huile de coco comme huile de cuisson. Alors une membrane saine, donc je parlais du fait que les oméga 3, les oméga 6, oméga 9 et les graisses saturées devaient être dans certaines proportions. C'est comme pour un mur. Un mur, il n'est jamais fait ici, c'est un mur avec plusieurs types de briques. Et si vous avez un type de brique qui manque, on va avoir des murs, des trous dans le mur, et le mur va être fragilisé. Et ce qui se passe aujourd'hui, comme on a beaucoup d'oméga 6, on a finalement des murs qui sont très riches. Donc vous voyez, il y a beaucoup de points rouges. Et le mur n'est pas bien agencé. Les murs en pierre sèche, c'est dans la région, dans le Luberon, il y a beaucoup de gorilles avec des murs en pierre sèche. Et lorsque ces murs, si les pierres ne sont pas bien appareillées, dès qu'il y a un trou, ben, ça va grandir et ça va tomber. Et aujourd'hui, le corps, comme on a beaucoup d'oméga 6, nos membranes ne sont pas bien appareillées, et le corps répond en rajoutant du cholestérol. Et ça, j'en viens, beaucoup de gens me disent, ah ben, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon cardiologue m'a dit, j'ai trop de cholestérol, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre des statines, on va, ben, d'accord. Et en fait, c'est vrai, le taux de cholestérol est un indicateur d'un problème, mais ce n'est pas le cholestérol qui est le problème, c'est le déséquilibre oméga 3, oméga 6. Parce que le taux de cholestérol circulant, qu'on appelle le LDL cholestérol, est en fait, c'est un abus de langage. Il y a le LDL et le HDL cholestérol. Et le LDL cholestérol, c'est le low density lipoprotéine, c'est-à-dire la protéine qui transporte le cholestérol du foie vers les organes pour être accumulé. Donc lorsqu'on a beaucoup de LDL cholestérol, c'est un indicateur pour dire qu'on a un transfert du foie vers les organes pour accumuler le cholestérol. Tandis que le HDL cholestérol, c'est le High Density Lipoprotein. Ce sont les protéines qui transportent le cholestérol des organes vers le foie pour être éliminé. Donc, le médecin va vous dire, ah, vous avez beaucoup d'HDL, c'est très bien, vous avez beaucoup de cholestérol, mais vous avez beaucoup d'HDL, ça va, c'est dans le bon sens. Donc, il faut surveiller déjà les deux rapports. Et en réalité, le taux de cholestérol est directement proportionnel au taux d'oméga 6 dans les cellules. Il y a toujours une molécule de cholestérol pour 2 molécules d'oméga 6 dans les membranes.
Parce que si on n'a pas cette teneur en cholestérol dans les membranes deviennent tellement fluides avec les oméga 6 qu'elles peuvent se rompre à tout moment et ça va causer les AVC. Donc ça va faire la rupture de la cellule et ça cause l'AVC. Donc je veux dire, le cholestérol, c'est comme si on mettait un ciment dans un mur de pierre sèche pour consolider le mur. C'est très bien, le mur va résister, mais quand il y a beaucoup de cholestérol, beaucoup de ciment, ben la membrane, elle devient imperméable. Elle ne permet plus aux nutriments de rentrer et aux toxines de sortir. Donc, et elle devient très rigide, elle ne bouge plus beaucoup. Voilà, elle prend beaucoup de place. Et donc, l'objectif, c'est de non pas réduire le taux de cholestérol, parce que si on enlève le cholestérol avec beaucoup d'oméga 6, on va avoir des problèmes de rupture des membranes, et finalement, ça peut conduire à des anévrismes ou des AVC. Donc c'est très important. Ce qui est très important, c'est de retrouver cet équilibre d'une membrane saine, comme c'est écrit, excusez-moi, on ne voit pas, ici les membranes cellulaires souples et en bonne santé riches en oméga 3, les nutriments rentrent et les toxines peuvent sortir. Ici, les membranes cellulaires dures et rigides qui sont pauvres en oméga 3 parce qu'il y a beaucoup de cholestérol, les nutriments ne peuvent pas rentrer et les toxines ne peuvent pas sortir et surtout, elles sont très dures et très rigides. Et une membrane qu'on étudie beaucoup pour répondre un peu à votre question, madame, tout à l'heure, c'est en fait la membrane des globules rouges, qui sont en fait nos cellules sanguines, et on étudie en fait le taux d'oméga 3 dans les globules rouges, et on va revenir. Donc, nos globules rouges, lorsqu'il y a très peu d'oméga 3 et beaucoup de cholestérol, ils deviennent très, très rigides, et finalement, ils ont tendance à colmater tous nos systèmes sanguins. Donc en fait, ça va créer des plaques d'athérome. Ces plaques qui vont boucher progressivement. Et là, malheureusement, on ne peut pas utiliser des stops, hein, même si Trump l'a conseillé à un moment donné. Mais on ne peut pas utiliser de desktop. Donc le desktop, en fait, c'est de retrouver cet équilibre oméga 3, oméga 6 pour avoir des membranes de globules rouges qui sont bien souples et surtout qui permettent de faire des bons échanges. Et pour les globules rouges, les échanges, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est apporter de l'oxygène, parce qu'il va transporter l'oxygène des poumons vers tous les organes. Et si on n'a plus d'oxygène dans le cerveau, c'est la catastrophe. Bon. Les besoins en oméga 3, on en a, ils évoluent au cours de la vie, parce qu'on va dire qu'au début de la vie, on doit avoir à peu près 3 oméga 3, 1 oméga 3 pour 3 oméga 6, parce qu'avoir un peu plus d'oméga 6, c'est bien parce que ça favorise la multiplication des cellules, ça permet de grandir. Pendant la plus grande partie de notre vie, à partir de lorsqu'on est sorti de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, il faut avoir un rapport 1 oméga 3 pour 1 oméga 6. Et après, lorsqu'on dépasse 40, 50 ans, il faut avoir de plus en plus d'oméga 3 dans notre sang. Vous avez compris, ça, les rapports se rapportent. Et ça, c'est très important. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que finalement, on a très peu d'oméga 3 tout au long de notre vie. Chez les enfants, c'est important. Chez les adolescents, c'est un peu plus important. Et chez les personnes âgées, c'est vraiment essentiel. Très, très important. Il faut avoir un taux d'oméga 3 très important. Alors, il y a un article ici où on ne voit rien du tout, mais on a étudié l'effet de la diète méditerranéenne sur la perte de poids sur 50 000 personnes et l'associer aussi à la performance cognitive. Et là, en fait, quel est le lien entre oméga 3 et capacité cognitive, mémorisation? J'en viens. Madame me pose la question, comment est-ce qu'on peut mesurer l'indice oméga 3? Donc il y a plusieurs laboratoires au niveau mondial avec qui j'ai travaillé et le plus connu, c'est le laboratoire Omega Quant, qui est aux États-Unis et qui est dirigé par un professeur qui est le professeur William Harris, qui a étudié en fait le taux d'oméga 3 dans tous les pays du monde. Et
en vert, on voit les États-Unis. En vert clair, c'est un peu bizarre. Mais bon, en gros, aux États-Unis, ils ont un taux d'oméga 3 sanguin qu'on définit comme le pourcentage d'oméga 3 dans l'ensemble des graisses de la membrane du globule rouge, proche de 4%, 4-5%. En France, on est à 6%. Et dans les pays grands consommateurs de poissons comme le Japon, la Norvège, la Corée, l'Alaska, ils sont au-delà de 10%. La différence qui existe entre la France et le Japon, c'est qu'en France on est à 6% et au Japon ils sont à 10%. Entre les deux, en France on a 10 fois plus de morts par mortalité cardiovasculaire qu'au Japon. Donc le fait de passer de 6% à une valeur supérieure à 8% réduit d'un facteur 10 les risques de mortalité cardiovasculaire. Ça, c'est pour la maladie cardiaque. Ça joue aussi, on s'est aperçu, lorsqu'on arrive à plus de 8%, qu'on a beaucoup moins de naissance d'enfants prématurés. On a 50% de maladies d'Alzheimer en moins. On a 50% de décès liés à des maladies chroniques. On a 44% de réduction de toutes les démences. On a 30% de moins de défaillance cardiaque, et on a 15% de risque de cancer en moins. Vous voyez, donc c'est quand même considérable. Rien que le fait de passer de 6% à 8%, on réduit donc de 80% les maladies cardiaques, 65% les naissances prématurées, 50% de maladies d'Alzheimer, 50% liées à des maladies chroniques, 30% de maladies cardiaques et 15% de cancer. Vous vous rendez compte de l'importance de ce taux d'oméga index? C'est important. Donc, c'est ce que nous avons mis au point et je vais revenir. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à faire une étude grâce à Francis sur 250 personnes. Les résultats sont là. Voilà, c'est important. Je crois qu'il y en a beaucoup parmi vous dans la salle qui ont fait ce dosage de l'oméga index avec beaucoup de succès. Il y a une famille complète, Malika. Voilà. C'était très intéressant parce que même au sein de la même famille, on s'aperçoit que les régimes alimentaires influencent directement le taux d'oméga 3. On a un spécialiste de neurosciences dont le résultat, il m'a autorisé à donner son résultat, Monsieur Jacquet. Donc, il a un régime vegan, donc il a peu d'oméga 3 d'origine animale, à longue chaîne, et son premier dosage était à 4,27%, donc il était très, très en dessous des 6%. Il a consommé les produits que j'ai conseillés pendant 1 mois et demi, et à 1 mois et demi, le résultat, il est monté, je ne m'en souviens plus, à 10,19. C'est quand même exceptionnel. C'est incroyable. Où est-il, ce qu'il est, Fabien? Voilà. Ah, il se cache là derrière. Donc voilà, merci Fabien en tout cas. Et donc on a mis en place en fait un système d'oméga 3 qui est apporté sous forme de barre dans une matrice qui protège les oméga 3 contre tout ce qui pourrait leur arriver de mal, c'est-à-dire s'oxyder, et qui permettent aussi aux oméga 3 qui s'intègrent directement dans les membranes cellulaires, à commencer par les membranes des globules rouges. Donc on a suivi les personnes, on fait un premier test pour voir où on en est, et puis on fait un deuxième test après avoir pris ou non de barres. Et on s'aperçoit que cette mode d'apport des oméga 3, qui sont des oméga 3 vegan, c'est-à-dire ce n'est pas des oméga 3 issus de l'œuf comme nous avions fait auparavant, ni de la viande ou du poisson, mais c'est un oméga 3 qui est produit par des algues, des micro-algues,
Donc c'est des grandes cultures en biotechnologie. Et c'est très important parce que ça permet d'éviter la surpêche, l'épuisement des ressources. Donc c'est quand même aussi une forme de protection de la nature pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc on va éviter la surpêche, qui sont en fait les derniers bassins d'animaux sauvages. Le taureau ou le saumon. Mais est-ce que vous avez encore la chance d'acheter du saumon sauvage d'Écosse? C'est quand même assez rare, hein. On peut avoir du saumon d'élevage, mais la teneur dans le saumon d'élevage n'est plus du tout la même que dans le saumon d'Écosse. Il y a 10 fois moins d'oméga 3 dans le saumon d'élevage que dans le saumon d'Écosse. C'est intéressant. Alors, on a fait une comparaison qu'on ne voit pas très bien ici, mais sur l'impact de la consommation de ces fameuses barres en consommant 2 barres par jour, qui correspond à 2 grammes de DHA, par rapport à la prise de 2 grammes de DHA sous forme de gélules. Il faut savoir que 2 grammes de DHA sous forme de gélules de poisson, c'est à peu près 16 gélules. Donc, on comparait des personnes qui prenaient 16 gélules par jour vous voyez, les petits pots de gélules DHA qu'on peut avoir en pharmacie ou sur Internet, par rapport à 2 barres. Ah ben, au bout d'un mois, les personnes qui prenaient des gélules ont une augmentation qui passe de 4% à 6%, tandis qu'au bout d'un mois avec 2 barres, on passe de 4% à 8,5%, 9%. Vous comprenez? Donc on va 2 à 3 fois plus vite que ces gélules, et en général on n'a pas tendance à en prendre ces gélules. Alors ce dosage du taux oméga 3, donc ça s'appelle le dosage par le système Oméga Quant, Oméga Reboot. On peut le faire chez les jeunes mamans pour savoir si elle a assez d'oméga 3 pendant sa grossesse pour apporter à son bébé, c'est très important. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je peux montrer, c'est que entre les enfants qui naissaient il y a 60 ans et les enfants qui naissent aujourd'hui, les enfants qui naissent aujourd'hui ont 5 fois moins d'oméga 3 que les enfants qui naissaient il y a 60 ans, parce que les mamans avaient 5 fois plus d'oméga 3 à apporter à leur enfant. Ah ben, la différence majeure, c'est qu'aujourd'hui, les enfants qui naissent ont 5 fois plus de préadipocytes, c'est-à-dire des cellules qui vont stocker les graisses par rapport aux enfants qui naissaient en 1950. Nous sommes dans une bonne génération, mais la génération des enfants qui sont nés après 2000-2010 ont malheureusement plus de prédisposition à prendre du poids parce qu'ils ont 5 fois plus de préadipocytes. Et ça, c'est très important pour les futures mamans ou les mamans, les jeunes dames qui voudraient avoir des enfants, de bien se nourrir pendant la grossesse, parce que ça peut conditionner la vie future de l'enfant. Et ça conditionne également la vie de la maman. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, elle donne tout ce qu'elle peut, comme oméga 3 à longue chaîne, et avant, c'était stocké dans les fesses et dans les seins. Aujourd'hui, les dernières réserves chez les mamans qui malheureusement n'ont pas eu d'oméga 3 pendant de longues périodes, c'est au niveau du cerveau. Et le bébé, lors des 3 derniers mois de la grossesse, la maman va apporter à son bébé par jour 25 mg de DHA. Et chaque jour. Ça veut dire qu'au bout des 100 jours, elle va apporter à peu près 25 grammes de DHA. Excusez-moi, c'est 250 mg, donc 25 grammes au bout de 100 jours. Et 25 grammes, ça constitue le tiers de ses réserves qu'elle a encore au niveau du cerveau. Donc elle se sacrifie réellement. Et généralement aujourd'hui, avec cet épuisement après la première grossesse, deuxième grossesse, troisième grossesse, beaucoup de jeunes femmes font en fait des dépressions de plus en plus sévères. C'est pas baby blues, c'est une dépression profonde, une dépression postpartum très profonde. J'ai eu des jeunes femmes qui sont venues venir me consulter, qui a eu un enfant il y a plus de 10 ans. C'est une femme chef d'entreprise très speed et autres. Eh ben,
elle m'a dit, écoutez docteur, depuis la naissance de mon enfant, je n'arrive pas à surmonter. Et j'ai très rapidement identifié son problème, cette carence en DHA. Elle a commencé à m'enlever les barres, elle a dit, je ne peux plus m'arrêter, je ne peux plus m'arrêter, je ne peux plus m'arrêter. Elle voyait vraiment que c'est ce que ça lui apportait. Et cette jeune femme qui faisait 40 kilos au mois de juin, elle a suivi une cure de barres DHA. Et elle a venu me revoir au mois d'août, elle avait pris 7 kilos, elle était passée de 40 kilos à 47 kilos. Et elle avait, en fait, son humeur avait changé. Donc ça agit énormément sur l'humeur. Et plus grave encore, c'est qu'aujourd'hui, on aperçoit de plus en plus de maladies d'Alzheimer précoces chez ces jeunes femmes à 40 ans. On ne comprenait pas très bien. Maintenant, on suspecte fortement que ces maladies d'Alzheimer soient liées à cette carence en oméga 3. J'ai une question. Parlons du DHA. Oui. Et quelle est la différence avec la DHA? Alors, c'est deux molécules totalement différentes. Donc, la DHA, c'est une molécule de jouvence, quelque part. Mais la DHA, c'est un oméga 3. C'est l'oméga 3 à longue chaîne. Excusez-moi, peut-être que je n'ai pas... Et le DHA porte un autre nom, c'est également l'acide cervonique, parce que ça veut dire, c'est ce qui constitue, c'est l'acide gras qui constitue la majeure partie de notre cerveau. C'est l'acide cervonique, c'est le DHA. Et le DHA, c'est autre chose, mais je pourrais rentrer dans les détails, mais si je rentre... Donc, maintenant, je vais... excusez-moi, il y a une question au fond. On retrouve un peu cette montée en oméga 3 ou pas, et est-ce qu'elle peut faire bénéficier au bébé en fait de cette montée en oméga 3? Tout à fait. Il y a une prolifération en oméga 3 qui se fait à ce moment-là, même si elle a été sacrifiée pendant les 3 derniers mois de sa grossesse. Alors, effectivement, donc, j'ai fait des études cliniques à ce niveau-là sur justement la qualité du lait maternel en fonction de l'alimentation de la maman. Et j'ai montré que, c'était avec l'œuf Columbus à l'époque, j'avais fait ça avec l'Institut Pasteur de Lille, que finalement les mamans qui mangeaient 2 œufs Columbus, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 250 mg de DHA apportés par les œufs, permettaient d'augmenter par 3, de multiplier par 3 le taux de DHA dans le lait. Et on retrouvait finalement la qualité du lait des mamans d'il y a plus de 100 ans. Ça, j'ai répondu à votre question. Et alors on a aussi maintenant, on a mis au point des tests qui permettent de déterminer le taux de DHA dans le lait. Donc les 2 premiers tests que je vous ai montrés tout à l'heure, oméga 1, soit sur les globules rouges, chez la maman ou chez la personne âgée, c'est sur les globules rouges. Et là on a un autre test qui mesure en fait le taux de DHA dans le lait circulant. Et on voit directement l'impact de la consommation de ces barres DHA sur la qualité du lait de la maman. Très important. Moi j'ai une question concernant ce que vous avez dit tout à l'heure sur la femme de 40 kilos qui en quelques mois, a pris 7 kilos. Oui. Est-ce à dire qu'une personne qui a trop de poids par exemple ne va pas se risquer à prendre cette... Ah non, c'est justement le contraire, c'est une question de... Ici, la perte de poids, la prise de poids est multifactorielle. Dans son cas, c'était justement son stress, sa production de cortisol, son métabolisme qui était complètement défaillant et qui faisait qu'elle était... Par contre, les personnes qui ont trop de poids et qui ont beaucoup de difficultés à perdre, c'est encore un truc. Il y a un effet très important du phylobio. Et là, c'est une bonne question parce que ça me permet d'enchaîner sur l'importance du ventre. Parce que jusqu'à présent, j'ai parlé de l'oméga 3 en général, des membranes, des globules rouges et autres. Maintenant, je vais passer plutôt sur le ventre et sur le microbiote. J'ai encore une question. Est-ce que vous pouvez juste reformuler les questions quand elles vous sont posées, parce qu'à l'arrière, on entend... Ah oui, donc... si vous pouvez avoir cette approche d'un point de vue... Je suis désolé. Donc, est-ce que vous m'entendez mieux ou pas? Oui. Bon, alors, je vais parler comme ça. Donc, Madame demandait
Pour la dame, j'avais présenté donc une dame qui, au mois de juin, avec 40 kilos, avait une très grande déficience en oméga 3. Et le fait d'avoir pris des oméga 3, cette personne avait retrouvé 7 kilos de plus. Et madame s'inquiétait du fait, est-ce que finalement, le fait de prendre 7 kilos pour donc pratiquement 20% de poids corporel en plus, ne peut pas être quelque chose d'inquiétant pour les gens qui veulent perdre du poids. C'est bien ça? Oui. Je ne m'inquiétais pas, mais... Non, mais je veux dire, ça pourrait être ça. Effectivement. Non, en réalité, ce que j'ai expliqué, c'est qu'effectivement, les personnes qui sont en sous-poids, on veut dire en déficience corporelle, sont en fait des personnes qui ont... C'est multifactoriel. Ça peut être lié au stress, ça peut être lié... Donc le fait de rééquilibrer l'apport de l'oméga 3, elle va reprendre du poids et surtout refaire du muscle en fait. Tandis que pour les personnes qui sont en surpoids, le fait de manger des oméga 3 agit directement sur le microbiote, et c'est ce dont je vais parler. Le microbiote permet de perdre du poids. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit celui-là peut-être l'aliment de votre flore qui succulte votre corps. Hein. Donc, alors vous voyez une très belle cariatide qui est en fait Déméter, qui se balade dans son jardin, et le jardin est constitué de différents éléments, donc qui apportent des molécules qui sont présentes dans le phytobio. Les fleurs bleues, c'est le lin, les fleurs blanches, c'est le sarrasin, et en fait on mélange le lin et le sarrasin pour pouvoir éviter, lors de la fabrication de la farine, que les oméga 3 libérés dans le lin soient en contact avec l'air, et on fait en fait une co-extrusion. Il y a aussi des éléments, on voit des raisins et du thé vert. Là, ça apporte des polyphénols, c'est-à-dire les antioxydants. Et le troisième constituant, ce sont les feuilles d'agave, les agaves, qui apportent des fibres solubles. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et je continue en disant, finalement, notre ventre, c'est comme un jardin. Et un jardin qui est traversé par un beau chemin qui serpente à travers des massifs floraux. Et ce chemin, c'est notre tube digestif. Et les massifs floraux, c'est le microbiote, c'est la flore intestinale, qui est constituée d'un grand nombre de bactéries, parce qu'il y a à peu près 100 000 milliards de bactéries. Alors 100 000 milliards, je sais qu'on a gagné l'euro-million, hein, c'est 250 millions là en France, je ne sais pas qui, mais il faudra qu'on me le présente. Mais je veux dire, 100 000 milliards, c'est un chiffre qu'on ne peut pas imaginer, c'est une quantité considérable. Déjà, c'est 100 fois plus de bactéries dans notre ventre que nous avons de propres cellules humaines. En fait, moi, Thomas Picom, je suis constitué d'une cellule humaine et de 99 bactéries. Donc je suis un gros tas de merde. Voilà. Non, en fait, voilà. Donc en fait, on a 100 fois plus de bactéries dans notre corps que de propres cellules humaines. Alors 100 000 milliards, c'est tellement important que si ces bactéries qui font en fait moins d'1 millième de l'épaisseur d'un cheveu, si on les mettait bout à bout, 100 000 milliards, on ferait l'aller-retour de la Terre à la Lune. Vous comprenez? Ça fait beaucoup. Hein, voilà. Donc 100 000 milliards. Et alors, ce jardin qui est constitué de ces massifs floraux, qui jouxte le chemin qui serpente dans le jardin, on l'a hérité de notre maman. Parce qu'à la naissance, on n'a pas de flore intestinale. Et c'est notre maman qui nous l'apporte par l'allaitement. Parce que vous voyez quand même une maman, vaguement, qui allaite son bébé. Voilà. Alors, c'est 100 000 milliards de bactéries. Et ces bactéries, elles ont beaucoup de fonctions. Elles permettent de digérer, mais surtout elles vont produire des neurotransmetteurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un neurotransmetteur? Vous en connaissez tous, c'est la sérotonine ou c'est la dopamine, par exemple. Je vais en citer que deux. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui permet aux neurones d'échanger entre eux et qui sont à la base du bien-être. C'est en fait la molécule du bien-être et qui est en fait l'antidépresseur.
lorsque votre médecin vous prescrit un antidépresseur, c'est généralement du Prozac qui va empêcher la recapture de la sérotonine pour maintenir un taux de sérotonine constant. Moi, mon approche, c'est un peu différent. Je dis, prenez plutôt des bactéries qui vont vous produire cette sérotonine. Et en fait, c'est ces bactéries qui occupent la bouche jusqu'à l'intestin. C'est la première partie du tube digestif. C'est très, très important. Et malheureusement, c'est cette partie des bactéries qui sont généralement les plus rapidement abîmées par notre mode de vie, par le sucre, par les détergents, par les conservateurs et autres, par les antibiotiques. On tue finalement les bactéries qui vont produire notre bien-être. Donc, la sérotonine a influence naturellement sur notre humeur, sur notre sommeil, sur l'immunité. La dopamine, par contre, chez les personnes qui ont malheureusement la maladie de Parkinson, la dopamine, elle permet la connexion entre les neurones qui vont activer les muscles. Et du coup, lorsqu'on n'a plus de dopamine, les muscles, on ne peut plus coordonner nos muscles. Du coup, on a la maladie des tremblements et autres. Mais ça peut aussi jouer, par exemple, au niveau de l'activité du muscle lisse qui est constitué par le tube digestif. Et lorsqu'on a plus de dopamine, on dit un intestin paresseux qui ne se contracte plus. Voyez-vous ? Donc, et tout ça est produit par les bactéries, généralement des lactobacillus. Et comment on fait s'il est paresseux ? Là, vous devez le sentir très vite parce que généralement, vous avez des difficultés à aller à la selle. Vous allez à la selle une fois tous les 2 ou 3 jours, ou voire moins parfois. C'est assez. On fait des analyses, on a pas mal d'analyses. On peut faire des analyses génétiques du microbiote également, que je crois que Francis fait souvent, et qui permettent de déterminer s'il y a une flore intestinale bien équilibrée qui produit ou non ces neurotransmetteurs. Alors, l'allaitement, c'est la transmission majeure du microbiote, mais il n'y a pas que celui-là. Donc, en fait, généralement, on considère qu'une flore intestinale, un microbiote, est stable chez un enfant après 2 ans. Donc, il faut à peu près 2 ans d'alimentation, de contact avec la maman, avec l'environnement, pour avoir un microbiote stable. Et on le garde toute sa vie. Mais malheureusement, ce microbiote, on ne l'entretient pas bien. Il vieillit. Et là, c'est d'autres études qui ont montré qu'un des facteurs de vieillissement, c'est justement cette disparition de certaines bactéries chez les personnes âgées qui n'ont plus de production de sérotonine et autres, et du coup, qui ont une forme de burn-out et de dépression parce que justement, ils ne produisent plus de sérotonine. Alors, les bactéries probiotiques s'installent dans notre ventre. La naissance est stérile. Et donc, elle se fait par l'allaitement, le contact humain, l'alimentation, l'environnement et certains facteurs génétiques de l'hôte qui sont propres. Il varie tout au long du tube digestif. Je regarde un peu l'heure parce que ça fait déjà 19h33. Donc, en fait, qu'est-ce qui peut modifier notre microbiote ? C'est notre type d'alimentation, à quel rythme on le mange, la consommation ou non d'antibiotiques, parce que les antibiotiques, comme le nom le dit, c'est contre les bactéries, c'est ce qui va tuer toutes les bactéries. Mais l'antibiotique, il ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Les conservateurs, c'est vrai que les conservateurs, ça empêche les fruits de pourrir ou les légumes de pourrir, mais ça va empêcher aussi les bactéries de pousser au niveau de notre ventre. Donc si vous mangez des produits bourrés de conservateurs ou de pesticides, malheureusement, vous allez peut-être avoir des beaux légumes bien frais pendant des mois, mais par contre, ça va jouer sur votre microbiote. Donc, moi, je préfère quand même manger des produits bio. Et voilà. Éviter trop de sucre parce que, comme le sucre va induire la prolifération des bactéries néfastes, notamment certaines bactéries comme l'Helicobacter pylori, qui est à l'origine des ulcères. L'alcool, au niveau de la bouche, à 15 degrés, un vin aux alentours de 12, 13, 15 degrés,
va tuer toutes les bactéries buccales. Donc, c'est bien de prendre un verre de vin, mais coupez-le avec un peu d'eau, quoi. Voilà. Le stress, les pilules contraceptives, les détergents, dentifrice et autres. Donc, très important. Donc, il faut, d'une part, avoir la chance d'avoir une maman qui nous a apporté les bactéries, les bonnes bactéries à la naissance, d'entretenir toute la vie. Et d'entretenir toute la vie, donc on doit être de bons jardiniers de notre jardin, qu'on a hérité de notre maman. Et un bon jardinier, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, avant le printemps, il retourne sa terre. Il assure une oxygénation. Il arrose au printemps. Il apporte du terreau. Il apporte des nutriments. Et les plantes, elles commencent à sortir de terre quand il commence à faire chaud. La chaleur. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un terrain trop acide. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pluies diluviennes qui vont éparpiller les semences et diluer les semences. Donc, c'est la vitesse du transit. Alors, on en arrive à finalement une médecine tout à fait nouvelle parce que jusqu'il y a 30 ans, on ne parlait pas de microbiote, on ne savait pas ce que c'était. On ne se rendait pas compte que c'était un organe à part entière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La médecine du 3e millénaire, c'est restaurer tout l'écosystème intestinal, c'est-à-dire d'une part empêcher l'inflammation intestinale, on appelle l'intestin poreux le leaky gut, que beaucoup de gens ont également. Et pour ça, il faut apporter des oméga 3, parce que l'anti-inflammatoire idéal, c'est les oméga 3. Éliminer les bactéries pathogènes comme l'hélicobactère, les Surrettella, les moisissures, les candidats, les clostridium. Et par exemple, chez les personnes qui sont traitées en chimiothérapie, aujourd'hui, il y a une bactérie qui est un réel fléau qui s'appelle le Clostridium difficile et qu'on n'arrive plus à éliminer par voie antibiotique. Et je fais à Sainte-Catherine, vous connaissez peut-être Sainte-Catherine à Avignon, c'est en fait le plus grand centre de recherche pour les cancers du sein. Donc il y a à peu près 7000 patients traités chaque année en chimiothérapie. Et la majorité d'entre elles, au bout de quelques mois de chimiothérapie, ont une prolifération de Clostridium difficile et on n'arrive pas à les traiter par des antibiotiques. La seule façon de les traiter, c'est par l'utilisation de probiotiques spécifiques que j'ai mis au point. Donc il faut remplacer les bonnes bactéries, donc les mauvaises bactéries par des bonnes bactéries et fidéliser la bonne flore. Lorsque nous mangeons, la première chose que nous nourrissons, c'est notre flore intestinale. Donc il faut la rapporter, ce qu'on appelle des prébiotiques. Des prébiotiques, c'est-à-dire c'est avant la vie. Donc c'est la nourriture qu'on va apporter à ces bactéries. Et cette nourriture, en fait, ça s'appelle des prébiotiques. Et ces trois agents majeurs, c'est les oméga 3, les fibres solubles et les antioxydants. Donc la qualité de notre nourriture a une très très grande importance pour avoir une bonne flore intestinale. Et je préconise les jeûnes intermittents, voire en fait les micro-jeûnes, pour justement mettre le corps en repos au moins pendant 10 à 12 heures. C'est-à-dire que je conseille de manger très tôt le soir et de déjeuner très tard. Alors, en France, on appelle le déjeuner, c'est le repas de midi, mais en Belgique, moi je suis belge, le déjeuner, c'est quand on rompt le jeûne, on déjeune, on supprime le jeûne. Donc c'est le premier repas du jour, normalement. D'accord? Et en Belgique, il y a le déjeuner qu'on mange le matin, le dîner qu'on mange à midi et le souper qu'on mange le soir. Le souper parce qu'il faut manger un repas très léger le soir aussi avant d'aller dormir. D'accord? Donc c'est important d'avoir ce rythme-là, voire en fait d'avoir un micro-jeûne au minimum une coupure de 16 heures, c'est-à-dire 14 à 16 heures, vous mangez vers 18 heures le soir et vous ne mangez pas avant 10 heures le matin, le lendemain matin. Comme ça, c'est très très bien. Et vous permettez à votre corps et aux bactéries de produire tous les éléments qui leur sont utiles, c'est-à-dire et notamment la sérotonine et la dopamine. Parce que si vous apportez du sucre aux bactéries, elles vont arrêter de produire la dopamine et la sérotonine, elles vont proliférer, elles vont grandir.
et ce qu'on appelle, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a la trophophase. Trophène, ça veut dire nourrir. C'est la phase lorsque vous leur apportez du sucre, les bactéries vont se multiplier toutes les heures ou toutes les 2 heures. Lorsque vous n'apportez pas de sucre, elles vont rentrer dans une idiophase. Ça ne veut pas dire qu'elles deviennent idiotes. Ça veut dire idiot, ça veut dire qu'il leur est propre. Et idiophase, c'est pendant cette idiophase qu'elles commencent à produire des métabolites secondaires, et notamment la sérotonine, dopamine. C'est-à-dire que si vous apportez du sucre, elles ne vont jamais produire de neurotransmetteurs. D'accord ? Donc en fait, le sucre est très, très dangereux pour que ça produise. Très important, et le jeûne. Alors les bactéries, il y en a beaucoup. Je vous ai dit, il y a 100 000 bactéries, mais il y a à peu près 1 millier d'espèces différentes. Donc les bactéroïdés, les firmicutes, les lactinobactéria. C'est un peu compliqué de rentrer dans les détails, mais on les appelle Staphylococcus, Clostridium, Lactobacillus, Bifidus. Peut-être que certains d'entre vous qui aiment bien la nomenclature connaissent tout ça, mais je ne vais pas vous saouler. Alors les protéobactéries, les Escherichia coli, c'est la plus connue des bactéries. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand j'avais, au début de mes études de biochimie, j'ai un chat, je l'avais appelé Escherichia. Je ne sais pas pourquoi. Alors, depuis 150 ans, en fait, on combat les microbes parce qu'on considère les microbes comme étant des agents pathogènes. Donc, depuis Pasteur, il faut faire la stérilisation de tout. Fleming et Koch ont découvert les antibiotiques. On utilise des vaccins, on arrive à une hygiénisation trop importante, et cette hygiénisation, c'est l'eau de Javel, c'est les détergents, on tue tout, on stérilise tout. Donc, malheureusement, on a une désertification. On n'a plus on tue tout, c'est comme un peu comme si on utilisait du glyphosate sur les terrains pour tuer toutes les mauvaises herbes, mais on tue tout, quoi. Alors, l'approche ici, ce serait peut-être plus intelligent ça conduit à des dysbioses, c'est-à-dire qu'on a une prolifération de certaines bactéries qui sont totalement indésirables et qui prennent la place de toutes les autres. On a une perte de la biodiversité et on a des bactéries pathogènes, et notamment les bactéries qui remontent du côlon et qui vont vers l'intestin. Et ça, c'est malheureusement parce que, tout à l'heure, ce que je n'ai pas dit, c'est que les types de bactéries sont différentes en fonction de chaque segment d'intestin. Et on considère que jusqu'à l'intestin, ce sont des bactéries microaérobies, les lactobacillus et les bifidus, microaérobies, qui ont besoin d'un petit peu d'oxygène. Tandis qu'au niveau du côlon, c'est un organe qui va terminer en fait la digestion. Ce sont des bactéries fermentaires. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus maintenant de bactéries fermentaires qui remontent et qui causent la fabrication de ballonnements et de digestion. Il y a beaucoup de problèmes des gens qui ont des problèmes de ballonnement, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à transformer les sucres en gaz, et ça fait des ballonnements, ça fait des gros ventres, et c'est très désagréable, ça peut même conduire à l'occlusion intestinale. Ceux qui sont toujours dérangés aussi. Exactement, c'est ce qu'on appelle les dysbioses. C'est en fait, il y a des bactéries qui ne sont pas à leur place, qui sont remontées. Donc l'objectif, c'est de rééquilibrer tout ça, de retrouver finalement les bonnes bactéries au niveau de la bouche, les bonnes bactéries au niveau de l'œsophage et de l'intestin, et les bonnes bactéries au niveau du tube digestif. Alors, donc en fait, la dysbiose, ça conduit à plusieurs problèmes. Donc d'un côté, tout ce qui est les causes des origines, comme j'ai dit, la mauvaise alimentation. Les conséquences, ça conduit à des problèmes de poids, de diabète, de maladies neurodégénératives, de maladies comme le Parkinson et Alzheimer, ou des dépressions. Donc cette dysbiose peut être en fait améliorée par l'augmentation de la biodiversité. La réinstauration, c'est comme finalement réinstaurer ce qu'on avait acquis, que notre maman nous a apporté à notre naissance. Alors, je vais aller un peu plus vite. Donc, comment être un bon jardinier? C'est d'une part manger beaucoup de fibres solubles, qu'on appelle les prébiotiques, manger des oméga 3, manger des vitamines et des antioxydants et des oligo-éléments, donc le zinc,
le magnésium, le sélénium notamment, qui sont très importants. Alors, donc, j'ai développé le Philobio, qui est en fait un complexe qui apporte tous ces prébiotiques donc sous forme d'oméga 3, de fibres solubles, d'antioxydants, toutes les vitamines et tous les oligoéléments, et tout ça est apporté sous une phase 100% biologique, sans produit de synthèse, c'est-à-dire que la vitamine C, on peut la faire par synthèse, on peut le trouver dans le citron notamment. Donc j'ai fait un complexe de plantes. Toutes les vitamines sont apportées uniquement par les plantes. Il n'y a aucune molécule de synthèse. Et deuxièmement, tous les oligoéléments sont aussi des oligoéléments apportés par les plantes. Je n'ai pas apporté des sels minéraux, je n'ai pas ajouté du MgCl2, du chlorure de magnésium, du chlorure de calcium, du chlorure de zinc. En fait, le zinc est apporté par la plante. Très important aussi. Très important. Donc ça, c'est très important. Et finalement, ce Philobio a des effets finalement sur l'équilibre membranaire, retrouver l'équilibre de la membrane, la graisse viscérale, parce qu'on remet en route tout le système de digestion, le transit intestinal, très important, la prostate et le sein, mais ça c'est un autre sujet dont je n'ai pas vraiment le temps de parler aujourd'hui, mais on a fait quand même une étude qui s'appelle en France la plus importante, qui est l'étude E3N sur 100 000 femmes pendant 20 ans, et qui montre qu'un des composés apportés dans le Philobio, on ne parlait pas du Philobio il y a 30 ans, mais un des composés du Philobio, c'est les lignanes, qui a une importance considérable sur qui sont apportés par le canélin, sur le taux de cortisol. Le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress. Et quand on produit beaucoup de cortisol, ça va bloquer, ça va induire une insulinorésistance, ça va empêcher le sucre de rentrer dans les muscles. Comme il ne peut plus rentrer dans les muscles et qu'il est toxique, le corps le transforme en graisse qu'on va accumuler au niveau des viscères, de la graisse viscérale. Donc, le fait de manger des lignanes va réduire le taux de cortisol sanguin au bon moment et on va avoir finalement beaucoup moins de stress et on va perdre du poids naturellement. Très important. Et ça a importance au niveau des cancers du sein parce que les lignanes sont transformées par la flore intestinale en d'autres molécules qu'on appelle entérodiol et entérolactone qui vont avoir un effet anti-aromatase qui est ce qu'on recherche notamment avec le traitement en chimiothérapie, avec le tamoxifène notamment. Donc, excusez-moi, oui. Quand vous dites lignane, ça a à voir avec la plante, la racine? Non, c'est le lignane. Alors, c'est une molécule lignane, je ne sais pas si vous pouvez le dire là. Lignane, c'est pas le lignane, c'est ceci. Lignane, ouais, lignane, vous voyez là? Et en fait, c'est une molécule qui a un nom très très barbare, qui s'appelle le SDG. Alors je vais vous le dire pour vous faire plaisir, c'est seicodiclicoside isoladirrécinol. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Alors, le principe pour retrouver une flore intestinale équilibrée, c'est d'abord de manger sainement et apporter dans notre alimentation ce complément qui apporte tous les éléments qui ont disparu. Et la deuxième chose, ce serait de semer, c'est-à-dire de restaurer notre flore qui a été apportée par notre maman. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de transplantation fécale, c'est-à-dire qu'on va chercher des bactéries dans les fesses des gens en bonne santé, on les lave, on les centrifuge et on les réinjecte par coloscopie. Mais ça, c'est très intéressant, ça se passe bien. Ou alors, on propose également des probiotiques qui sont sous forme de gélules. Des gélules avec quelques bactéries qui sont fluctuantes. Ça peut aller d'une bactérie qu'on retrouve par exemple dans l'actimel, le lactobacillus casei, à plusieurs bactéries jusqu'à 10. Et là, je me suis dit, je vais essayer de retrouver toutes les bactéries qui sont présentes dans les maternelles. Et j'ai mis au point un nouveau probiotique qui a 24 souches, qui en fait, au lieu d'en avoir 4, 5, 6, 10, il y en a 24, et qui sont directement issus du lait maternel. Et là,
ce probiotique, dont je l'ai appelé le phylobiotique. Et en fait, il restaure la biodiversité. C'est très important dès la bouche. Donc, il faut le mâcher, il ne faut pas l'avaler. Il faut vraiment constituer ce microbiote, cette flore intestinale. Dès la flore buccale, c'est la plus importante. C'est vraiment la plus importante. C'est la plus fragile également. Alors, ici, je présente le phylobiotique. Les 24 souches sont répertoriées. Il y a beaucoup de bifidus, il y a beaucoup de lactobacillus, mais il y a d'autres souches également. Alors, quelles sont les solutions finalement que j'apporte? C'est soit le phylobio qui est un prébiotique, qui joue sur l'équilibre membranaire, la restauration de la flore intestinale, soit le phylobiotique qui apporte en fait l'ensemble des... C'est un probiotique, comme vous pouvez connaître, mais qui est assez exceptionnel. On doit le prendre tout le temps? Non, en réalité, ça dépend un peu des problèmes que l'on rencontre. Les gens qui ont des problèmes de candidose, par exemple, ce n'est pas une bactérie, c'est une levure qui est très très ennuyeuse, le Candida albicans, qui peut être un problème lorsque ça devient systémique, c'est-à-dire lorsque le candida traverse la membrane intestinale pour X raison, ça devient très ennuyeux parce qu'il peut coloniser le cerveau. Et enfin, c'est quand même relativement rare, mais les gens qui ont des candidoses, d'une part, ça peut conduire à un burn-out énorme. Ça cause des fringales, un grand besoin, par exemple, de sucre à certains moments et de fromage à un autre moment, au mauvais moment. Et donc ici, j'ai écrit un livre dessus, justement. On peut justement lutter contre cette prolifération levurienne, de champignons plutôt, par l'utilisation du phylobiotique, parce que le phylobiotique va tuer ces candidats. Donc, en résumé, je propose donc soit le phylobiotique pour la partie intestinale ventre, soit des barres DHA pour les globules rouges. Excusez-moi, j'ai une question. Il semblerait que les probiotiques soient déconseillés en cas de perméabilité intestinale. Alors, oui, donc la perméabilité intestinale, ce qu'on appelle également le leaky gut, c'est lié à une inflammation. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est de remettre en état la membrane intestinale avec le phylobio, mais c'est très rapide. Il faut savoir qu'on a une chance, c'est que les cellules des entérocytes sont des cellules qui se reproduisent le plus vite. Et en 3-4 jours, on peut remettre un œuf, un intestin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tandis qu'il faut à peu près 3 semaines pour changer les globules rouges, il faut à peu près 3 mois pour changer les cellules musculaires, cardiaques, musculo-squelettiques, et il faut à peu près 3 ans pour régénérer les neurones. Donc, on va dire 3 heures pour les bactéries, 3 jours pour les cellules intestinales, 3 semaines pour les globules rouges, 3 mois pour les cellules musculaires, 3 ans pour les cellules neuronales. Vous voyez la vitesse. Donc, heureusement que les cellules neuronales ne subissent pas aussi rapidement l'effet de notre alimentation, parce que sinon on deviendrait fou en 3 heures. Donc ça c'est bien. Par contre, notre chance, c'est que nos cellules intestinales répondent très 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 vite à notre alimentation. On le sent d'ailleurs. Vous avez une indigestion ou un problème d'intolérance gastrique, vous le sentez tout de suite dans les heures qui suivent. D'accord? Et vous avez une diarrhée ou autre. Et c'est la réponse. Mais c'est très rapide. Donc on peut, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens vous disent, les gastro-entérologues vous disent, le leaky gut peut se guérir très très rapidement. Alors il y a des facteurs qui le favorisent, comme la glutamine par exemple. Mais le produit qui va remettre le plus rapidement vos cellules en état, c'est vraiment le phylobio, parce que c'est un complexe de plantes qui apporte en fait tous les éléments nécessaires à réparer ce leaky gut. Voilà. Donc, prenez soin de votre ventre, de votre cœur et de votre cerveau. Tout est lié. Donc, pour un microbiote équilibré, je vous conseille donc l'approche de pré et probiotique. Et pour
les membres inéquilibrés, apporter du DHA, apporter des oméga 3 à longue chaîne de bonne qualité, non oxydés. Je termine par, excusez-moi, une question. On dit que l'assimilation est meilleure si on les prend avec d'autres graisses. Un repas, par exemple, un repas un peu gras. Certains disent qu'il vaut mieux les prendre le matin, ils sont bien assimilés. D'autres disent le soir. Alors, quelle est la meilleure façon de les assimiler? Alors, donc, tout le monde a compris. Donc, en fait, comment est-ce qu'il faut prendre les oméga 3? Est-ce qu'il faut les associer ou non avec d'autres graisses? Je vais utiliser d'abord, vous connaissez tous la vitamine D. Eh bien, la vitamine D, vous ne devez pas la prendre sans vitamine A. Parce que, en fait, si vous prenez la vitamine D avec la vitamine A, vous avez une assimilation normale de la vitamine D. C'est-à-dire que si vous prenez de la vitamine D, vous devez prendre du jus de carotte, par exemple. Je croyais que c'était la vitamine K qu'il fallait prendre avec la vitamine D. Non, vitamine A. A. Tout à fait. Mais voilà. Alors, au point de vue de la réponse concernant les oméga 3, est-ce qu'il faut les prendre en association avec d'autres graisses ou pas? En réalité, il faut les prendre avec des agents vectorisants. Et c'est notamment les phospholipides. Par exemple, les phospholipides, c'est des molécules. Donc, il y a les triglycérides qui sont les huiles et les phospholipides. Et les phospholipides, c'est ce qui est apporté dans mes barres DHA, justement, c'est la vectorisation de l'oméga 3. La raison pour laquelle l'oméga index est si rapidement modifié de façon 3 fois plus rapide avec les barres DHA qu'avec les gélules, c'est qu'en fait, il est associé à d'autres graisses qui vont vectoriser, qui vont protéger les oméga 3 contre l'oxydation. C'est vraiment ça qui est très important. Alors, ça dépend beaucoup. J'ai développé une autre molécule qui s'appelle le liprinol, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui est en fait un oméga 3 extrêmement particulier qui va jouer un rôle anti-inflammatoire. Il est plus puissant que la cortisone. Eh bien là, je conseille toujours de le prendre le soir avant le coucher, parce que l'impact anti-inflammatoire va se faire pendant la nuit. Par contre, les oméga 3, j'ai plutôt tendance à le prendre en fin de journée, mais on peut le prendre aussi en début de journée au petit déjeuner. Mais par exemple, le DHA, les personnes qui prennent des barres DHA le soir à 16h, 17h, eh ben, ils vont augmenter leur capacité de mémorisation et ils peuvent lire un livre c'est extrêmement important pour les étudiants d'ailleurs, dans les futurs les étudiants qui vont passer leurs examens en décembre ou en juin prochaine. Je vous conseille de prendre des barres DHA au moment de leur bloc parce que ça va aider à fixer la mémoire. Donc pour le moment j'ai développé les barres cardio, les barres maternité et bientôt vont venir les barres mémoire et les barres sportives. Voilà, c'est très important. Voilà. En fait, j'ai un peu tourné autour du pot. Vous ne savez pas très bien quand il faut le prendre, mais moi je dirais qu'il faut en prendre tout le temps. Voilà. C'est bon. Voilà. Bon, je termine donc par la pyramide de la nutrition méditerranéenne, qui est un peu le secret. Vous savez, au début, j'ai parlé de Jeanne Calment. Mais Jeanne Calment, en fait, c'était une grande consommatrice de la pyramide de la nutrition méditerranéenne. Donc elle mangeait beaucoup de légumes, de légumineuses, de céréales, beaucoup d'amandes, d'huile d'olive, de fruits, de la viande rouge de taureau, du poisson et des œufs. À l'époque, c'était des œufs oméga 3, des œufs Columbus. Et elle mangeait 1 à 2 fois par semaine du lait, du yaourt, du fromage. Et, à mon avis, très rarement à son époque, des sucreries. Et bien, le Philobio, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il résume en lui-même toute cette pyramide de la nutrition méditerranéenne auquel je travaille. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'étais un peu long, je suis désolé, mais je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Merci beaucoup. S'il y a encore quelques questions, on a quelques minutes. Quelle heure est-il? Il est juste 20h, je suis désolé. À partir de quel âge vous devez
Alors, en fait, on peut commencer très tôt. Disons, dès que l'enfant commence à consommer ses purées et autres, il peut manger des oméga-3 végétaux ou même du DHA. En fait, il en trouve, les oméga-3, il le trouve dans le lait de sa maman, si la maman est bien nourrie. Donc, comment ? Oui, excusez-moi. Donc la question c'était, à partir de quel âge on peut manger des oméga-3 ? En réalité, le bébé en a dès la naissance dans les maternelles, si la maman est bien nourrie, et dès qu'il peut commencer à manger des purées et des compotes, on peut mettre du phylobio par exemple, qui va apporter des oméga-3 végétaux. Et ici dans la région, il y a un ORL très célèbre qui est le docteur Jalaguier, je ne sais pas si vous le connaissez, qui soignait en fait les otites avec du liprinol. Et en fait, le liprinol, normalement, c'est pour soigner les problèmes articulaires ou asthmatiques. Et bien, il conseillait aux parents dont les enfants avaient des otites de percer une capsule de liprinol, de le mettre dans le lait et dans l'heure qui suivait, le bébé n'avait plus cette douleur-là. Donc c'est un oméga-3 très particulier, très puissant, anti-inflammatoire, et qui est normalement présent dans notre corps. Donc c'est pas une molécule de synthèse. Alors la question, pourquoi y a-t-il plusieurs types de barres oméga 3 ? Donc il y a une barre qui est la barre à base de phylobio, qui est l'oméga 3 végétal, à courte chaîne, l'acide linolénique. Et puis après, il y a les barres Yoda, qui sont avec des oméga 3 à longue chaîne, qui contiennent de l'EPA DHA, surtout du DHA. Et ça, c'est du DHA qui vient des algues, donc c'est un DHA végétal. Généralement, il n'y en a pas. Et j'ai développé, la première barre que j'ai développée, c'était la barre cardio, parce que c'était au départ le plus important. Puis j'ai développé la barre maternité, Yoda maternité, que vous avez eu en échantillon sur les chaises. Voyez, il y a un petit échantillon que vous pouvez goûter. Donc il y a les deux barres phylobio et la barre maternité. Phylobio, c'est une barre prébiotique. La barre maternité, ça apporte du DHA. 250 mg de DHA, cardio 1 g. Et je vais développer la barre mémoire qui va avoir en plus du DHA, du gramme de DHA, il va avoir aussi du bacopa et des molécules intéressantes pour la mémorisation. Très important. Et pour les barres sportives, ça va être des barres qui vont booster la production de testostérone, qui est très importante chez les femmes et chez les hommes, pour justement augmenter la musculature. C'est très important, par exemple, à la ménopause, les pertes de l'ostéoporose est causée par la carence en testostérone. Donc ce sera très important de prendre ces barres-là pour augmenter légèrement le taux de testostérone pour éviter les problèmes d'ostéoporose. Le nom de la barre pour les ménopauses, vous avez dit. Alors ce sera la barre en fait, la barre cardio ou la barre sport. La barre sport sera plus simple pour les ménopauses. Comment fait-on? Est-ce qu'on passe par vous ou bien il y a directement un laboratoire où on peut faire les tests? Ah, c'est une très bonne question, merci de la poser. Donc ici, pour le dosage des tests oméga 3, oméga quant, je suis un des principaux acteurs en France. Donc on passe par le test, par le site, et ça nécessite effectivement une petite anamnèse au départ, la date de naissance, le régime alimentaire et autres. C'était très intéressant dans votre famille parce qu'on a vu qu'il y avait des grandes différences en fonction des personnes. Et voilà, donc le mieux c'est de passer par le site ou par ici à la fin de la soirée. J'aurai donc mon équipe pourra vous accueillir. Éventuellement, si vous voulez avoir des renseignements, comment commander sur le site ou autre. Voilà, donc très bien. Y a-t-il des horaires pour les prendre dans la journée? Il faut prendre combien de barres? Alors, c'était la question de madame, effectivement. Moi, je conseille toujours, effectivement, une barre le matin et une barre le soir,
pendant la phase de reboot, c'est-à-dire remise au niveau, 2 bars par jour au moins pendant 1 mois, voire 2 mois. Après, il faut à peu près 60 jours, on est sûr de passer le niveau, d'arriver à 10%, on va dire. Et puis après, je conseille de prendre 1 barre tous les 2 jours, par exemple 3 barres par semaine, pour maintenir un taux important de 10%. Ben, pour maintenir, c'est comme un appoint d'huile, voilà. Il y a une question, s'il vous plaît, oui, concernant justement l'indice sur l'échelle de référence. C'est-à-dire qu'on met l'indice sur le laboratoire que vous avez indiqué entre 8 et 12%, oui. qui est évidemment variable en fonction des individus. Ma question est la suivante. Jusqu'où on peut aller sur l'augmentation de l'indice concernant l'oméga 3, puisque vous avez bien expliqué le déficit entre 6 et 3, est-ce qu'il y a une limite? Par exemple, moi je suis passé de 3 à 9, quelque chose, j'ai encore un effort pour arriver à 12%, mais si je continue à monter, est-ce qu'il va y avoir des indices? Est-ce qu'on va pas être dans un déséquilibre inverse, c'est-à-dire une partie négative, comme vous avez montré, entre oméga 6 et oméga 3, qui tue l'un qui tue l'autre, en quelque sorte. Excusez-moi, mes propos ne sont pas médicaux. Donc, pour résumer, est-ce qu'il y a une limite? Oui, il y en a une. Et la limite, par exemple, ce serait celle que l'on trouve chez les animaux sauvages. Si j'avais fait l'oméga index chez le taureau de Camargue, qui est ma référence, ou chez d'autres animaux sauvages, ben on aurait un oméga index de 15%. Donc pour moi, c'est le seuil à arriver. Et d'ailleurs, ce serait bien d'ailleurs de faire une espèce de compétition, de concours. 8%, c'est la médaille de bronze, 10%, c'est la médaille d'argent, 12%, c'est l'or, et 15%, c'est le platine, voilà, ou le diamant, voilà. Merci. Je vous remercie. Dans le général, ce sont des extraits du plancton qui sont là-dedans, ou c'est des extraits de graines? Alors en fait, il y a 2 sources d'oméga 3. La source d'oméga 3 végétale, c'est le lin, et la source de DHA et de PA, c'est le plancton. C'est uniquement, il n'y a plus de produits animaux. Dans le temps, j'avais fait des barres à partir des œufs Columbus, mais j'ai remplacé tout ça par plancton. Alors, est-ce que c'est vrai, on dit que l'huile de colza, le lin, on doit le transformer, on doit avoir les enzymes pour le transformer, et moins plus on vieillit, et moins on transforme. C'est vrai. Alors, il faut avoir les enzymes qu'on appelle les élongases et des saturases. Donc, en fait, ils vont allonger, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter 2 carbones plus 2 carbones 2, et des saturases qui vont rajouter des doubles liaisons. D'accord ? Et ces enzymes, on en a de moins en moins. Et puis, il faut des cofacteurs. Et un des cofacteurs, notamment, c'est le zinc qu'on trouve dans les amandes et qu'on trouve dans le... C'est pour ça que j'ai complémenté. Donc, d'une part, dans la barre, il y a l'ensemble des éléments qui vont permettre de transformer ces oméga 3 à courte chaîne en oméga 3 à longue chaîne, EPA, DHA. Mais ce n'est pas suffisant. Et je l'ai observé parce que je pensais au départ que le phytobio permettrait de modifier l'oméga index. Or, il le modifie très très peu, malgré que ce soit un des produits de référence. Par contre, c'est pour ça que j'ai rajouté maintenant du DHA. On va utiliser finalement ce que la nature met à notre disposition et d'apporter ce DHA en très grande qualité, en biodisponibilité, et donc de qualité, de quantité, de biodisponibilité. C'est les 3 choses qui sont importantes qu'on ne trouve pas nécessairement avec d'autres sources. Voilà. Est-ce que, en fait, le fait de préconiser les barres, voilà, dont vous parlez, et donc de rééquilibrer les oméga 3 chez des personnes qui sont déjà atteintes de maladies que vous avez citées, je pense au cancer, au Parkinson, et diabète par exemple, est-ce que ça va améliorer leur état alors qu'on n'est plus du tout dans la prévention, on est plus vraiment dans un aspect de maladie? C'est une très très bonne question. Est-ce que donc, pour se résumer, est-ce que cette approche qui normalement est une approche préventive peut être également curative chez des personnes qui sont déjà atteintes? Alors, ça peut être à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend un peu du type d'organe qui est touché.
Si c'est au niveau du tube digestif, c'est très rapide parce que c'est des cellules qui se reproduisent très rapidement. Si c'est au niveau des cellules nerveuses, c'est beaucoup plus lent parce que les cellules sont beaucoup plus se régénèrent beaucoup plus lentement. Et donc il y a une question de temps. Par contre, chez les enfants autistes, par exemple, on a observé des réponses très très rapides parce que ça joue directement au niveau du microbiote. Ça, c'est très important. Chez les problèmes de liquigote ou d'intestin poreux, c'est très rapide également. Sur les problèmes cardiovasculaires, j'ai pu le prouver parce qu'aujourd'hui, les cardiologues conseillent des quantités importantes d'oméga 3 sous forme d'Omacor ou Lovatza, en sachant que aujourd'hui, ce qui est apporté par une barre est 3 fois plus efficace que le Lovatza ou le Macor, qui est en fait, ce sont les 2 molécules les plus prescrites au monde pour soigner les problèmes cardiovasculaires. Donc c'est vraiment curatif dans ce cas-là. Pour ce qui est du cancer, bon, c'est un peu plus compliqué parce que là, c'est une approche extrêmement multifactorielle. Par contre, on a cette étude FORCE qui a été faite sur 60 000 personnes pendant 16 ans. Et on a suivi le risque de mortalité en fonction du taux d'oméga 3. Et on a montré que les personnes qui avaient un taux d'oméga index supérieur à 8 avaient pratiquement 20 ans d'espérance de vie supérieure à ceux qui avaient un oméga index de 6. Sur 60 000 personnes, c'est considérable. Voilà. Je vous remercie.